Bonjour, alors, le vendredi c'est n'importe qui. Et aujourd'hui c'est insérer un nom ici. En fait c'est Paul Bourrière, je suis stagiaire monteur ici. Alors, le sommaire de l'émission, on va commencer par la critique de The Next Penelope. Et ensuite, il y aura Vous savez pourquoi on est là? C'est moi qui fais Bertrand, je sais pas si vous avez vu. Enfin bref, du coup je reprends. Et ensuite, on va avoir un reportage et on va finir avec les oubliés de la Playhistoire. Mais tout de suite, les news. Profitons de ces news pour vous parler de Torquell, un platformer conceptuel que nous avons pu essayer récemment. Sa particularité, il bannit toute notion de saut pour proposer à la place un système unique en son genre. Plutôt que de faire des bonds, le personnage que l'on incarne se déplace en roulant et en étendant les bords de la boîte dans laquelle il est enfermé. Ça paraît peut-être simple dit comme ça, mais en réalité c'est assez déstabilisant. En effet, les touches auxquelles les bords sont assignés ne changent jamais, que la boîte soit à l'endroit, à l'envers ou sur le côté. Résultat, on perd littéralement le nord lors des premiers essais. Et puis, en tâtonnant, on commence à comprendre le système et on se surprend à parcourir les niveaux de plus en plus vite. Un gameplay totalement original, des musiques interactives signées Sanodenji, un challenge relevé, Torquell est un petit jeu indé plein de mérite. On trouve cependant très dommage qu'aucune fonction de sauvegarde n'ait été prévue par Namno, son seul et unique développeur. Torquell est disponible sur Steam et devrait prochainement être proposé sur PS4 et PS Vita. This is the Bergsons' house. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer le développement de Children of Morta par le studio indé Dead Mage à la fin de l'année dernière. Le titre refait un peu parler de lui, alors que le studio lance une campagne de financement participatif sur Kickstarter depuis quelques jours. La pré-production semble terminée et le studio cherche désormais à rassembler 65 000 $ durant le mois de février. En quelques jours, la moitié de cet objectif a été remplie sans trop de problèmes. On peut donc espérer que l'équipe couronne sa campagne de succès. Elle arrivera peut-être même à porter son titre, pour l'instant prévu seulement sur Windows, Mac et Linux, sur les principales consoles du moment. Pour rappel, Children of Morta met en scène la famille Bergson, qui décide d'aller combattre la corruption noire, semant le chaos sur le mont Morta, un lieu mystique et ses alentours. Chaque personnage de la famille aura ses caractéristiques, armes blanches, arc, furtivité ou magie. L'oncle Ben pourra forger certains objets, tandis que la grand-mère sera plus versée dans l'alchimie. Le jeu veut mélanger les éléments d'un roguelike classique, mort permanente, niveaux et certains événements générés aléatoirement, avec une histoire générale bien définie. Il faudra donc explorer les grottes, forêts et différents temples pour trouver les reliques divines laissées par les différents dieux de ce monde. Toujours aussi sublimement animé, avec une direction artistique rétro exquise et la musique symphonique qui va avec, Children of Morta donne toujours aussi envie. On a hâte d'être en octobre 2015 si le jeu est bien fini d'ici là pour pouvoir s'y essayer. Ouh là là, c'était de sacrées news, ça donne très envie. C'est chiant les feuilles, hein. Je vais improviser, ce sera mieux, vous pensez pas? Vous pouvez pas répondre. Bon, bah je pars en roue libre. Hein. Bonjour, je m'appelle Paul. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent parce que je fais une web-série qui s'appelle Question Con, qui vous explique comment faire de la vidéo. Je dis pas que vous êtes beaucoup à connaître, hein, parce que sur le forum de live, j'ai créé un topic. Vous êtes peut-être 3 à commenter régulièrement. Donc ça fait quand même 3 personnes, bonjour! Enfin bref, Question Con, c'est une émission de tutoriel, mais en même temps une histoire, qui commence d'ailleurs à être sacrément compliquée. Il y a des voyages dans le temps, des changements de corps, et il y a des vies mouriers, ça c'est pour que vous alliez tous voir. Sinon quoi, il y a des dieux de la mythologie grecque. D'ailleurs, je vous propose de regarder un épisode tout de suite. J'ai pas le droit de faire ça? Mythologie... On va regarder la critique de The Next Penelope. Ça, c'était un rattrapage. Au crédit de The Next Penelope, on trouve une longue liste de remerciements, précédée d'une simple mention, un jeu d'Aurélien Regard. À l'heure où le nouveau modèle de blockbuster du jeu vidéo implique bien souvent des centaines de personnes travaillant à différents endroits et à différents moments sur différents aspects de projets immenses, ça dénote forcément. C'est même assez rare dans le milieu aujourd'hui très en vogue du jeu indépendant, qui constitue pourtant une réponse à ce modèle et qui trouve alors peut-être un de ses idéaux dans le do-it-yourself véritable. Le do-it-yourself solitaire qui place une seule personne à la direction de la totalité des nombreuses facettes d'un même projet.
Et si l'exercice du jeu en solo n'est évidemment pas inédit, il n'a que rarement été aussi proche de nous autres, les Français des années 80 ou 90. Car, consciemment ou non, en le créant tout seul d'alpha à oméga, Aurélien Regard a fait de The Next Penelope un reflet de son époque et de sa culture autant qu'un reflet de lui-même. Il l'a fait, entre autres, en s'inspirant beaucoup d'Ulysse 31, une série franco-japonaise qui n'a pas eu partout l'énorme impact qu'elle a pu avoir en France, et qui nous a appris à concevoir sans trop de problèmes un Ulysse qui se balade dans l'espace. Ainsi, quand The Next Penelope nous place, comme son nom l'indique assez bien, dans la peau d'une Pénélope partie à la recherche de son époux à la demande de Poséidon, on y voit une inversion du mythe avant d'y voir une transposition. Et ça n'est pas plus mal, car ça nous laisse tout le loisir d'apprécier un propos assez intéressant dans la manière qu'il a de détourner l'Odyssée pour prendre une figure de passivité reconnue et la transformer en héroïne. Ici, Pénélope n'attend pas Ulysse en repoussant sagement les avances de ses prétendants. Ici, elle affronte ses prétendants dans de violentes courses de vaisseaux dont son bras manquant et son bandage sur l'œil gauche sont peut-être les cicatrices. En peu de mots, et malgré une narration très classique dont on sent bien qu'elle représente un exercice nouveau pour son auteur, The Next Penelope en dit beaucoup sur le contexte dans lequel le jeu a commencé sa gestation. Un contexte de questionnement légitime et salutaire sur le genre et sa place dans le jeu vidéo. Ne serait-ce qu'en cela, le titre d'Aurélien Regard est un pur produit de son époque, qu'il l'ait voulu ou non. Mais il l'est aussi et surtout quand il va chercher ses influences artistiques et conceptuelles dans les grands classiques du jeu vidéo des années 80-90, vers lesquels on n'a jamais autant lorgné qu'aujourd'hui. En tant qu'hybride jeu de course, shoot à exploration ouverte, The Next Penelope rappelle autant Micro Machines que F-Zero ou Megaman. Micro Machines pour sa vue de dessus et son feeling de conduite évidemment. F-Zero pour les nombreux boosts et zones de soins que l'on peut trouver sur les circuits et surtout pour ce principe qui dit que chaque utilisation d'armes ou de gadgets entraîne une perte d'énergie. Et Megaman pour la liberté qui nous est laissée dans l'ordre de complétion du jeu. Après un premier tutoriel obligatoire, on nous laissera effectivement libre de choisir quelle planète explorer en premier parmi les 5 disponibles, en sachant qu'à quasiment chacune d'entre elles correspondent une arme à récupérer, ainsi que 3 niveaux similaires. Le premier présente la nouvelle arme sur un circuit parcouru en solitaire, le deuxième nous fait prendre part à une course traditionnelle, et le troisième nous place face à un boss que l'on affronte le plus souvent en arène. Une fois ces 3 paliers franchis, l'arme convoitée est définitivement débloquée et utilisable dans les autres niveaux, à la manière d'un Megaman donc. Et selon l'ordre dans lequel on décide de remplir son arsenal, certains boss pourront s'avérer très difficiles à vaincre ou au contraire extrêmement faciles. Parmi ces armes, on trouvera un boost ou un tir laser assez classique, mais aussi un grappin, un téléporteur, des mines ou un inhibiteur bien plus originaux. Leur utilisation va systématiquement dans le sens du risque opposé au gain, puisqu'elles puisent toutes dans la réserve d'énergie du vaisseau en contrepartie des grands pouvoirs qu'elles nous offrent. Les mines vampires sont sûrement les meilleurs exemples de cette philosophie, puisqu'elles consomment de la santé lorsqu'on les pose, mais en rapportent davantage si un adversaire a le malheur de passer dessus. Et dans le même ordre d'idées, si l'on pourra découvrir de précieux raccourcis grâce au téléporteur, il faudra d'abord veiller à pouvoir se le permettre pour éviter d'exploser 3 mètres plus loin. Ces problématiques auxquelles on a déjà été confronté et ce mélange de références rétro, tout ça fait que The Next Penelope parlera forcément à nombre d'entre nous. Son esthétique générale aussi, qui rappelle beaucoup les beaux jours de la Neo Geo ou de la PC Engine, et qui témoigne très bien du passé de graphiste de son auteur. The Next Penelope est fluo, il est acidulé et il a le sens de la classe. Il nous fait bien comprendre visuellement quand on brille et quand on échoue. Et il fait grand usage des différents effets qui lui sont accessibles pour installer des ambiances différentes, ou même parfois pour influer sur le gameplay, comme lorsque les vaisseaux des défunts viennent obstruer la vue du joueur sur la piste d'Achéron. On sent là la volonté de l'auteur d'expérimenter, de bidouiller un peu Construct 2, cet outil de création de jeu qu'il a appris à utiliser pour l'occasion. Et on la sent également dans les différentes pistes musicales du jeu, qui vont de l'électro à la techno, en faisant même un détour par un hip-hop à la limite du trap. Et tout ça fonctionne très bien, parce qu'on voit très facilement où le créateur veut en venir. Parce que ses références culturelles et vidéoludiques sont les mêmes que les nôtres, et qu'il les a toutes placées dans un jeu évidemment très personnel, presque intime. The Next Penelope nous montre à la fois d'où vient Aurélien Regard et où il veut aller. Et rares sont les jeux qui peuvent en dire autant sur leurs auteurs. C'est la conséquence logique du do-it-yourself, qui n'a évidemment pas que des avantages. S'il témoigne aisément d'une volonté de bien faire et d'un soin apporté à la finition, le jeu souffre forcément un peu de ses expérimentations en solitaire. Elles impliquent par exemple un comportement parfois étrange de la barre de progression lors des courses ou des calculs de position assez longs en cas d'utilisation du téléporteur, qui peuvent être dus à une mauvaise optimisation du code comme aux limites de Construct 2 et du HTML5. On pourra également regretter un équilibrage pas toujours optimal et un jeu assez court pour l'instant, en attendant que des missions bonus et un mode multijoueur viennent compléter la campagne solo qu'un système d'expérience rudimentaire peine à prolonger.
Mais on parle après tout d'un jeu en accès anticipé, dont le contenu solo est certes complet et définitif, mais qui sera tout de même amené à évoluer dans les 3 prochains mois. Et on parle surtout d'un jeu qui, par ses qualités comme ses aspérités, en dit long sur son époque et son auteur. Il est un jeu d'auteur, il est un jeu indépendant à l'extrême, puisqu'Aurélien Regard est allé jusqu'à refuser la forme de dépendance aux joueurs que peut représenter le financement participatif. Il est un jeu qui parle du jeu vidéo, en s'inspirant de ses anciens standards, mais aussi en abordant ses problèmes d'aujourd'hui. Alors ça n'est peut-être pas voulu ni même conscient, mais le fait est que The Next Penelope est peut-être un des meilleurs représentants de la mutation qu'est en train de connaître le jeu vidéo. Une mutation similaire à celle qu'a pu connaître le cinéma de la nouvelle vague dans la fin des années 50. Il en possède en tous les cas les symptômes, et l'avenir nous dira s'ils sont contagieux. Tous ces dieux qui ont des pouvoirs, ça donne envie de tenter des trucs. Allez, j'essaye. Grand pouvoir de la présentation. Vous avez vu, ça a marché? J'espère que ça vous dérange pas de la plage en hiver comme ça, parce qu'on est en janvier. Non, ça vous dérange pas. Eh, Paul, on se ressente un peu là. Dis-nous pourquoi t'es là. C'est une grosse question, ça, parce que c'est de la philosophie, c'est le sens de la vie, c'est... Ouais, non. Parle-nous de toi. Pourquoi tu présentes 100%? Ah, pourquoi je suis là? D'ailleurs, j'ai compris, ok. Bah, c'est compliqué parce que, alors ça remonte à il y a 4 ans, j'étais jeune et moins vieux. Enfin, à cette époque-là, j'ai envoyé à No Life mon idée d'émission qui explique aux gens comment faire de la vidéo, pour qu'elle passe dessus. J'avais joint certaines de mes meilleures vidéos de l'époque pour montrer mes qualités de vidéaste. Et forcément, on m'a dit non parce que c'était nul. Mais on m'a quand même donné de très bons conseils et incité à la faire tout seul, cette émission. Ce que j'ai fait, si j'en ai parlé tout à l'heure, question conne, suivez un peu. En fait, je vous vois pas, donc si ça se trouve, vous suivez, donc... Enfin bref, après quelques épisodes, je me suis dit, tiens, je vais leur envoyer pour leur montrer que j'ai suivi leurs conseils. Et ben, vous me croirez ou pas, ils m'ont demandé de faire la même chose pour eux. Et on commence aujourd'hui, juste après 101% dans la case shortcom. Et en plus, comme du coup, ils me connaissaient, et ben c'est comme ça que je suis devenu Bertrand dans Vous savez pourquoi on est là. Et vous allez... Non, si, je vous assure, hein, vous allez voir la ressemblance. On regarde. On est tous d'accord qu'on touche le fond, là? Oh, je sais pas, Marion, regarde, on est là, on est tranquille. Catherine et Bertrand vont assurer, comme d'habitude. Hervé va pouvoir en placer une. Charlotte, elle va avoir encore l'opportunité d'une nouvelle promotion. Je ne veux pas de promotion. Alors Charlotte va encore rater une nouvelle promotion. Et toi, Marion, tu vas pouvoir enfin mettre fin à cette tension sexuelle qui existe entre nous en sortant avec moi ce soir. Enfin, si ça dérange pas Charlotte, peut-être que... Non mais arrête, Romain. Ok, on a assisté à une déclaration d'amour involontaire, mais on n'en parle pas très bien. Si, on pourrait se mettre à travailler. Hein. Oh oui, oui, c'est une bonne idée, ça. Ok, je propose un des ciseaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion? Non mais attends, là c'est de la provocation. Non mais c'est parce que les autres sont pas là que tu fais ce que tu veux là. Les enfants, on se concentre, il faut avancer. Et j'ai exactement ce qu'il faut. Excusez-moi. Comment il fait? C'est de la magie. Santa Barbarian. Quoi? Non. Santa Barbarian, on fait Santa Barbarian. Ça marche pas ça? À cause de Charlotte, je sais pas comment je la déconne, mais là... On n'a jamais fait ça. Santa Barbarian. Bonne soirée. Santa Barbarian. Mais ça moi j'ai un peu peur. Santa Barbarian. À cette merveilleuse soirée. Et au contrat signé avec la famille Capoel. Un petit peu de musique, Pam? Ah oui, Bert. Vous savez, Bert, je réfléchis beaucoup en ce moment. Je m'interroge sur ce qu'il y a de mieux dans la vie et je pense que c'est l'immense steppe, un rapide coursier, des faucons à ton poing et le vent dans tes cheveux. Oh, mais écoute-moi divaguer, je ne suis qu'une sotte. Faux!
ça par contre j'ai le droit de le diffuser, hein. Si je veux montrer pourquoi on est là, je peux, alors que question conne, je peux pas. On essaie de nous faire oublier, nous, les petits vidéastes, c'est ça? Ben c'est injuste. Voilà, il y en a que pour les nantis, pour ceux qui ont du fric ou des passe-droits, mais qui n'ont aucun talent. C'est toujours comme ça. Moi je dis, il faut dénoncer, on va prévenir les journalistes. Allez, reportage, dénoncez-moi tout ça. On vous a déjà parlé à plusieurs reprises du studio français Swing Swing Submarine sur la chaîne. Dans de l'extra live bien entendu, dans un cadre de critique de jeu aussi, et même dans du temps perdu. Et c'est pour parler de leur prochain projet, Seasons After Fall, que nous sommes allés à la rencontre de William David. Le cofondateur du studio présentait en effet une ébauche de ce que sera son jeu à l'occasion d'un event organisé par l'éditeur français Focus. Malgré ses allures de plateforme, Seasons After Fall ne tentera pas de mettre à l'épreuve la dextérité des joueurs. On aura, semble-t-il, majoritairement affaire à de l'exploration, avec cette volonté de procurer du kiff visuel et auditif. La particularité de Seasons After Fall, c'est que c'est vraiment l'exploration, la balade. On souhaite que quand les joueurs rentrent de leur travail, ils n'en aient pas un deuxième à faire à la maison. Et donc du coup, on veut surprendre le joueur au fur et à mesure de son exploration, avec des nouveaux décors évidemment, de la musique, en fait pas mal d'ambiance et de mise en scène. Je pense que c'est ça qui va accrocher aussi avec le graphisme les joueurs. Après on a quand même la mécanique des saisons qui, même si elle n'est pas timée, même si elle ne requiert pas de skill avec la manette, requiert quand même pas mal de créativité. Seasons After Fall était le tout premier projet de Swing Swing Submarine, un projet qui a malheureusement dû être abandonné. On a commencé en fait Seasons After Fall en 2009, quand on est parti Guillaume et moi d'Ubisoft, et pour créer Swing Swing Submarine. On a fait pendant 1 an et demi, on a travaillé, voilà, on a fait un premier prototype et on s'est vite... on était vite à court d'argent, en fait, de moyens, et puis surtout on s'apercevait que ce qu'on faisait en 1 an et demi, le proto n'était pas du tout bon. Alors du coup on s'est dit bon bah on va arrêter, même si on avait déjà gagné un prix dans un salon avec le jeu, on a dit on arrête, on fait d'autres jeux en attendant, et on reviendra dessus plus tard. Et bah là on est très content de pouvoir revenir avec... on a recommencé à travailler dessus en 2014 avec un nouvel artiste, parce que maintenant on n'est plus 2 mais 6, un nouveau programmeur, maintenant on a un animateur, et voilà, depuis 2014 on retravaille sur ce projet et on est bien content. Les mécaniques de jeu et les quelques images présentées jusqu'à maintenant peuvent éventuellement nous faire penser à un certain nombre de titres. Ceux développés par les maîtres de la 2D, VanillaWare bien sûr, mais aussi certains Zelda ou Child of Light par exemple. De belles références, même si ce ne sont pas les seuls. À la base, Seasons, on voulait faire un jeu, enfin le programmeur voulait faire un jeu sur la théorie des cordes. Vaste sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais bon, moi je l'ai compris comme des dimensions. Et donc ça ressemblait un peu à Soul River par exemple, où on peut changer de dimension. Et ensuite parce que je voulais faire un jeu axé sur la nature, voilà. J'ai proposé au programmeur de dire bon on va faire 4 dimensions et puis ce sera les 4 saisons et voilà. Alors ensuite ça a un peu changé, les saisons ne sont pas vraiment des dimensions mais c'est plus le joueur qui décide d'amener la saison à cet endroit-là et d'interagir avec l'environnement. Mais voilà, c'est ça la base du jeu. Alors ensuite on a plein de références évidemment puisqu'on est des gros joueurs, voilà. Beaucoup de personnes citent Okami parce qu'il y a un renard et que dans Okami il y a un loup. Moi évidemment j'y ai joué, j'ai adoré. Ceci dit, il n'y a quand même pas de grosses ressemblances en dehors du quadrupède. Comme je disais tout à l'heure, on aurait pu citer Dog's Life aussi sur PS2, voilà. Twilight Princess évidemment, à la fois pour le côté Zelda, même si on l'a un peu abandonné en cours de route. Mais il y avait aussi un loup dans Twilight Princess, donc ça y joue aussi. Mais point de vue exploration, moi ça a toujours été Tomb Raider qui m'a beaucoup plu. Le fait de pouvoir se balader, de devoir trouver son chemin, d'avoir beaucoup de sons d'environnement et de temps en temps de la musique, et c'est exactement au niveau du son ce qu'on fait avec Seasons After Fall. Seasons After Fall devrait en toute rigueur se pointer en 2016. Le développement du jeu ne serait a priori pas possible sans cette collaboration entre Swing Swing Submarine et l'éditeur français Focus. On pourrait alors s'interroger de manière générale sur le statut indé d'un studio et sur la liberté qui lui est laissée dès lors qu'un partenariat de ce style se met en place. Pour Swing Swing Submarine, les réponses à ces questions semblent claires.
Il s'est passé quelque chose avec notre deuxième projet, Tetrobotenko. On n'a pas réussi à le vendre. Pourtant, il était meilleur que notre précédent jeu, mais juste on n'a pas réussi à le marketer correctement. Et je pense que c'est ça qui fait pas mal défaut chez pas mal d'indépendants, c'est la possibilité d'être visible. Parce que, mine de rien, depuis 2-3 ans, le jeu indé accélère. Ou, pour être plus précis, il est plus facile de faire des jeux avec peu de moyens. Mais par contre, le vendre avec peu de moyens, là c'est beaucoup plus difficile. Après l'annonce la semaine dernière de notre partenariat avec Focus, on a déjà vu quelques tweets passer sur internet à propos de l'indépendance ou non de notre studio. En fait, ça change rien du point de vue créatif. Au contraire, on peut plus se focaliser sur le développement, ne plus penser au marketing. Maintenant, c'est Focus qui s'en occupe. Et puis Focus, comme avec Space Run l'an dernier, avait été très bénéfique en fait au projet, et c'est pour ça qu'on voulait travailler avec Focus, parce qu'ils sont français aussi et que évidemment ça aide, mais on a été en discussion avec d'autres développeurs qui n'étaient pas français. Et voilà, donc c'est Focus qui a été le plus prompt à nous répondre, à être intéressé surtout par le projet, à vouloir travailler dessus réellement, et pas juste l'éditer comme ça. Donc voilà, grâce à eux, on va pouvoir finir le développement du jeu, le sortir sur PC et sur console, chose qu'on ne pouvait pas faire avant ou difficilement. Je pense que cette relation va être plutôt bénéfique pour le projet. C'est ce qu'on espère. On en saura de toute manière un peu plus dans les mois à venir. En attendant, on souhaite bien du courage aux petits studios français, en espérant que ce Seasons After Fall nous procure ce kiff qu'il semble promettre. Oui, alors c'est pas du tout le reportage que je disais là. Il y a le monteur qui se fout de ma gueule. Mais ça va pas se passer comme ça, hein, parce que vous pourrez pas me retenir longtemps. Les gens, ils vont savoir que vous bâillonnez les petits créateurs. Vous allez voir, vous allez m'entendre. Paul, tu te calmes. Déjà, tu commences par te calmer. Ensuite, tu arrêtes de dire n'importe quoi, parce que ta série va passer juste après 100%. Ouais, c'est... Ouais. Non, mais c'est vrai en fait. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est gentil du coup. Et puis il y a même les oubliés de la Playhistoire pour parler des jeux qui sont moins connus qu'on a oubliés. Donc, ouais. Ça aussi, c'est gentil. Ouais. Donc du coup, je m'excuse. Voilà. Les oubliés de la Playhistoire. Voilà. Mes chers enfants, je suis très heureux de vous annoncer qu'il s'agit aujourd'hui du 100e cours de Playhistoire. Je profite donc de cette occasion exceptionnelle pour vous remercier pour votre assiduité en classe. J'espère que vous aimez ces cours. Ah, merci mes enfants, ça me fait très plaisir. Merci aussi surtout au monteur du Collège No Life d'avoir placé une expression de joie sur les consoles. Ça entretient mon ego. Quoi qu'il en soit, pour fêter ça, j'ai choisi d'aborder dans ce nouveau cours des oubliés de la Playhistoire un titre très particulier. Le voici. Oui les enfants? Ah oui, je sais, c'est vrai. Super Mario Bros est certainement l'un des jeux les moins oubliés de la Playhistoire. On peut même dire que c'est l'un des plus connus. Mais puisque tout le monde parmi vous le connaît déjà, on va plutôt changer de formule et se focaliser sur les petits secrets méconnus de Super Mario Bros. Eh oui, tout le monde connaît Super Mario Bros, l'un des jeux les plus vendus de l'histoire du jeu vidéo, avec plus de 60 millions d'unités rien que sur NES. Et si l'on devait compter tous les remakes, les portages des versions virtuelles console, ce chiffre serait encore plus important. Pourtant, si tout le monde a déjà joué à ce grand classique de la plateforme, on recense quelques anecdotes assez rigolotes et pourtant méconnues. Par exemple, vous savez tous que pour terminer un niveau en extérieur, Mario doit obligatoirement s'accrocher à un poteau pour faire descendre le drapeau de son ennemi juré Bowser. Plus vous parveniez à vous accrocher haut, et plus Mario gagnait des points. Alors forcément, dans toutes les cours de récré, on s'est tous demandé s'il était possible de sauter par-dessus ce drapeau. On avait tous un copain qui nous disait « Bah moi, je te ferais dire que j'y suis déjà arrivé ». Mais quand on lui demandait de nous raconter ce qu'il se passait après, il se trahissait en répondant généralement n'importe quoi, genre « Eh ben quand tu passes par-dessus le drapeau, bah t'as Mario qui s'écrase et il se casse la jambe. Alors après, tu joues tout le reste du jeu avec un plâtre et des béquilles. » Bref, tout le monde pensait que cela ne tenait que de la légende urbaine. Sauf qu'en réalité, il est possible de passer par-dessus le drapeau. Eh oui mes enfants, c'est la vérité. Alors d'accord, il est vrai que récemment, quelqu'un a trouvé un glitch pour passer le drapeau du monde 1-1. Mais moi, je ne vous parle ni de bug ni de glitch. Je vais vous montrer qu'il est possible de franchir un drapeau sans trucage, avec juste un peu de dextérité.
Et le seul endroit où il est possible d'accomplir cet exploit se trouve à la toute fin du monde 3-3. C'est un niveau qui se termine par une balançoire qui s'effondre sous le poids de Mario. Il n'est donc vraiment pas simple de trouver le timing parfait pour tenter le grand saut. J'y ai moi-même passé une bonne partie de mon après-midi, mais après plusieurs dizaines de tentatives, j'y suis enfin arrivé. Allez hop, voici l'exploit. Et pour ceux qui se demandent ce qui se passe derrière, eh bien sachez que Mario ne se casse ni la jambe ni rien du tout. Il provoque juste un bug qui rend le château inaccessible. Ses murs s'étendent à l'infini et le joueur n'aura pour s'en sortir qu'une seule solution. Appuyer sur le bouton Reset de la console. Voici maintenant un autre secret sur le scénario de Super Mario Bros et que peu de gens ont remarqué. Vous le savez tous, dans Super Mario Bros, le but du jeu est de partir délivrer la princesse Peach, prisonnière des griffes de l'infâme Bowser. Et ce Bowser, vous devez l'affronter à la fin de chaque monde. Si vous n'êtes pas trop mauvais, vous parvenez généralement à l'éliminer. Du coup, des millions d'enfants se sont demandé pourquoi Bowser revenait sans cesse à tous les niveaux, alors que vous veniez juste de le faire tomber dans la lave. Étrange, non? Oui, je t'écoute? Ah non, Bowser n'est pas un chat, il n'a pas 7 ou 9 vies. Le secret, c'est qu'en réalité, ce n'est pas Bowser que vous affrontez. Ne soyez pas surpris mes enfants, c'est juste que les 3/4 des gens éliminent généralement Bowser en passant par-dessus ou par-dessous. Mais lorsque vous éliminez Bowser avec des boules de feu, vous obtenez un résultat tout à fait étonnant et qui prouve que ce n'était pas Bowser. Vous allez voir, c'est discret mais ça se tient d'un point de vue scénaristique. Voici par exemple ce qu'il se passe quand vous éliminez le Bowser du monde 1-4 avec des boules de feu. Hop, vous avez vu? En réalité, c'était un Goomba qui se cachait sous l'apparence de son boss. Dans le mode 2-4, c'était un Koopa Troopa. Et dans le monde 3-4, il s'agissait d'un Buzzy Beetle. Et ainsi de suite jusqu'au niveau final. Voilà qui répond donc à l'un des plus grands mystères de notre jeunesse. La princesse Peach était donc bien retenue par un seul Bowser. Et tous les autres n'étaient que des fakes pour tromper Mario. Et d'ailleurs mes enfants, petite question de culture Nintendo. Connaissez-vous les différents noms de la princesse Peach dont on vient de parler? Oui 3DS, je t'écoute. Eh oui, avant de devenir progressivement la princesse Peach, la jeune femme n'était qu'une civile et se faisait appeler The Beautiful Girl ou encore Lady. Puis, on lui a rapidement donné le nom de Pauline. Mais savez-vous d'où vient ce nom Pauline? En réalité, ce n'est pas dans un jeu vidéo qu'il faut aller chercher l'origine de ce nom, mais dans un dessin animé. Au début des années 80, les enfants américains se passionnent pour les jeux vidéo et devant ce succès impressionnant, les directeurs de programmes jeunesse décident de lancer toute une gamme de dessins animés avec des héros de salles d'arcade en personnages principaux. Mario et ses acolytes seront ainsi adaptés en une série animée sobrement appelée Donkey Kong. Elle sera diffusée dès 1983 sur CBS dans l'émission Saturday Supercade. Or, pour accompagner Mario dans ses aventures télévisuelles, les scénaristes avaient besoin de la jolie blonde. Sauf que dans les faits, il leur était difficile de l'appeler sans arrêt The Beautiful Girl. Il lui fallait un nom, et c'est donc pour les besoins de cette série que la jeune femme sera baptisée Pauline. C'est dans l'épisode Mississippi Madness que l'on entendra Mario prononcer pour la première fois le nom de sa fiancée, ensuite repris officiellement par Nintendo. Take a look at this, Pauline. My plan for the most perfect Donkey Kong trap ever devised. Plus tard, Pauline deviendra brune et la direction japonaise de Nintendo préférera opérer une distinction entre cette dernière et la princesse Peach. Le même personnage a donc donné naissance à deux héroïnes. Sinon, j'en profite pendant qu'on aperçoit ici la jaquette de Super Mario Bros. Vous ne vous êtes jamais demandé de quel passage était tirée cette image? Il y a quelques années, des internautes plus curieux que d'autres se sont posé cette question existentielle. Ils ont ainsi cherché à trouver l'endroit de cette scène qui a marqué à jamais l'histoire du jeu vidéo en devenant l'illustration officielle du jeu NES le plus vendu. Déjà, on peut remarquer la couleur des briques, grise, qui indique que l'on se trouve dans l'un des châteaux de Bowser. Ensuite, vous remarquerez la présence discrète de lave sous Mario. Bref, nous avons aussi cherché un château avec un trou de lave, en veillant à ce que Mario soit habillé de blanc avec son pouvoir des boules de feu. Ah, il se pourrait bien que ce soit ici. Essayons maintenant de reproduire la scène de la jaquette. Hop, et voilà, comparez. C'est ça, à peu de choses près. La jaquette provient donc d'un passage du monde 1-4. Sauf que vous aurez aussi remarqué que l'illustration principale du jeu le plus populaire de toute une génération montre son héros une seconde avant de mourir dans la lave, dans d'horribles souffrances. Ouais, je vous l'accorde, c'est quand même un choix de jaquette assez dingue. En réalité, il y aurait tant à dire encore sur les secrets méconnus de Super Mario que l'on pourrait y passer des heures, mais je crois qu'on approche déjà de la fin.
Bon bah voilà mes chers enfants, ce fut un vrai plaisir de réviser avec vous quelques faits historiques oubliés d'un grand hit de la Playhistoire. Et pour la semaine prochaine, je veux que vous m'imaginiez une nouvelle jaquette pour Super Mario Bros. Un truc qui mette notre héros un peu mieux en valeur, hein, plutôt qu'un plongeon dans la lave. Hein. Bon allez, filez. Oh là là, vous avez vu comme j'ai vachement bien fait semblant de m'énerver et que j'ai dit des trucs méchants sur No Life pour faire genre de l'humour. Voilà, 101% c'est terminé, je suis très content d'avoir pu le présenter. Je vous laisse avec les shortcoms. Il y aura l'épisode 2 de la saison 6 de Noob, la non-série qui arrive cette semaine et nous, notre nouvelle série. Attention, hein, c'est pas question code, que tout le monde connaît déjà, qui passe dans un instant. C'est un nouveau programme inédit et exclusif sur No Life. Ça s'appelle les conseils vidéo du professeur théorie et du docteur pratique. On a vraiment cherché à faire court. Et donc c'est pas la même chose que question code, mais on retrouve quand même les mêmes thématiques. Donc puisque concrètement on va vous apprendre à faire de la vidéo. Et voilà. Mais, ensuite il y aura Gundam. Au revoir.